venir ce soir, notamment Saïd et moi. Je crois qu'il y a à peu près un an, à la même époque, on se croisait pour la première fois au Bandung du Nord. Et le Bandung du Nord, c'était un moment très important puisqu'il a rappelé à quel point le colonialisme est à la fois interne et externe et qu'il nécessite de fédérer les forces et les énergies pour le combattre. C'est un système qui s'est construit, je dirais, sur deux présupposés qui aujourd'hui sont, je dirais, hégémoniques. Le premier, c'est de dire que l'Occident domine le monde. Et dans cette idée que l'Occident domine le monde, il y a, je dirais, de la part de l'Occident une fleur qu'il fait au reste du monde, puisqu'il reconnaît que le monde existe au-delà de l'Occident. Et il y a un autre rapport qui est de dire en gros que l'Occident, c'est le monde. Et effectivement, quand on parle par exemple de la communauté internationale, c'est l'Occident, c'est le monde. Et je pense que ces deux éléments, d'un côté l'Occident domine le monde, et de l'autre côté l'Occident c'est le monde, ou le monde c'est l'Occident. Je crois que c'est deux éléments, enfin deux formules qui doivent animer, je pense, la réflexion de cette soirée, et que j'aborderai peut-être plus sous un angle, on va dire, un peu méthodologique. Et je pense que Saïd reviendra sans doute aussi sur les éléments plus géostratégiques et géopolitiques. Alors, ce que je voudrais dire, premièrement, c'est que quand on parle de colonialisme, de lutte décoloniale et de panafricanisme, il y a un premier travail à faire qui consiste, pour moi, justement, à déconstruire le mythe de la neutralité occidentale. Cette capacité qu'a eu le monde occidental à se poser au croisement de tout, au croisement de tous les conflits, au croisement de toutes les initiatives, et d'être finalement présent dans tout ce qui concerne les autres peuples non occidentaux ou non européens. Donc c'est cette problématique, on va dire, de l'ingérence globale, de la domination globale, de l'hégémonie, qui s'est construite notamment à travers un certain nombre de conceptualisations, de théories, de stratégies, de systèmes, sur lesquels je crois que nous devons être suffisamment à la fois forts et intransigeants pour les déjouer. Je crois qu'on est vraiment dans un contexte de lutte stratégique, de lutte de survie, et que ce sont des défis qui nécessitent effectivement de passer par un certain nombre de concepts scientifiques, comme notamment celui de la décolonialité, et également le concept du panafricanisme qui est scientifique. Je crois que c'est également important de rappeler dans tout cela qu'il y a un certain nombre de systèmes politiques, d'organisations, de savoirs qui ont été produits avant l'essor de l'Occident. Je pense que c'est un point très important à souligner. Tout n'est pas arrivé avec l'essor de l'Occident. Avant qu'arrive cette domination du monde occidental qui est constitutive du colonialisme, enfin, du système colonial et de la colonisation, on a eu d'autres empires, d'autres systèmes qui ont existé. Avant que l'anglais, par exemple, ne devienne la langue de diffusion des savoirs internationaux, c'est important de rappeler que l'arabe a été une langue de diffusion des savoirs dans le monde entier, que les hiéroglyphes, si on remonte notamment à l'Égypte pharaonique, a joué ce rôle, et qu'il y a donc, je dirais, des savoirs, des expériences qui méritent aujourd'hui d'être mises sur la table dans le contexte de la structuration des luttes politiques. Alors, parmi ces expériences ou ces réponses, il y en a 4 théoriques qui me semblent importantes. Donc, la première, c'est celle qui a été développée par ce qu'on appelle les subalternes, les études subalternes, notamment au niveau de l'Inde, qui pour moi est un espace sur lequel nous devons étudier et travailler, parce que la course historique de l'Inde, notamment au XXe siècle, a beaucoup influencé un certain nombre de militants, notamment panafricains. Et quand, dans les années 70-80, se développe ce courant des études subalternes, des subaltern studies, ça se base en fait sur la nécessité de produire des narratifs de rupture, c'est-à-dire des contre-récits par rapport à une histoire qui est finalement celle de la colonisation, qui est celle de l'essor, de l'hégémonie, de la dispersion de l'Europe à travers le monde. Et ces études subalternes vont poser, je dirais, un certain nombre de défis au récit officiel, et vont également permettre des débats théoriques, des débats intellectuels, qui vont ensuite porter tout ce qu'on appelle aujourd'hui le courant post-colonial. Cette idée qu'il est nécessaire de dépasser le moment colonial
mais qui, ce moment colonial, je dirais, reste présent d'une certaine manière dans l'actualité. Le deuxième élément, donc il est présent dans le titre, c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même en dire un mot, c'est la question de la décolonialité. La décolonialité, en sachant que la colonialité n'est pas l'équivalent du colonialisme. Ce sont deux choses différentes. La colonialité, c'est l'envers de la modernité. C'est-à-dire que toute la modernité sur laquelle l'Occident, l'Europe s'est construite et qu'elle a construit comme étant une norme, l'envers de cette modernité, donc l'envers des savoirs, l'envers des économies, notamment du capitalisme, a pour nom la colonialité, c'est-à-dire la capacité de ce système monde, on va dire unipolaire, en tout cas unipolarisé par le capitalisme, à maintenir des formes de domination qui relèvent de l'époque coloniale et qui montrent qu'il n'y a pas eu de rupture, en gros il n'y a pas eu d'indépendance, il n'y a pas eu de rupture ou de révolution qui font que le moment colonial a été aboli. Et ce moment colonial, il se poursuit. Il est présent à travers les structures de pouvoir, il est présent à travers les relations d'individus à État, à travers les relations interpersonnelles, il est présent à travers, je dirais, trois approches qui ont été développées notamment par les penseurs de la décolonialité, qui pour la plupart viennent d'Amérique du Sud, qui est premièrement la question de l'ego politique, c'est-à-dire que tout positionnement politique part d'un ego, c'est-à-dire que tout positionnement politique part de soi, et généralement dans le débat politique, c'est son propre point de vue que l'on veut mettre en avant. Et donc la question des relations internationales, la question des rapports de force, la question de la géopolitique passe, je dirais, par la nécessité de décoloniser les égos. Or, on est dans un monde où l'Occident a un ego surdimensionné. Ils ont une arrogance qui n'a pas de limite. Et donc ça, cette question de l'ego politique, elle est fondamentale. La deuxième question qui va au-delà, on va dire, du soi que l'on met en avant, c'est la question du body politics. C'est-à-dire le fait que tout savoir, tout positionnement, toute lutte s'inscrit en fait dans une identité. Voilà, on est noir, on est blanc, on est un homme, une femme, etc. Et que du coup, cet élément-là ne peut pas être mis de côté. Il ne peut pas y avoir de neutralité située par rapport au positionnement que l'on revendique. Le corps de l'indigène, entre guillemets, a moins de valeur que le corps de l'européen, de l'occidental. On le voit encore aujourd'hui, quand il y a des catastrophes aériennes, les polices d'assurance ne sont pas du tout les mêmes pour un Américain que pour quelqu'un du continent africain. Donc on voit bien que la question aussi de l'incarnation, je dirais, de nos luttes et de la désincarnation du système qui combat nos luttes est extrêmement importante. La question de la politique des identités politiques. Et le troisième élément, donc, c'est effectivement la question de la géopolitique, notamment à travers la manière dont certains endroits sont plus stratégiques que d'autres pour le maintien, je dirais, de la machine impérialiste. Et ces endroits-là sont des endroits sur lesquels résident des populations, et en fonction de l'importance de ces territoires-là, le traitement de ces populations sera différencié. Par exemple, on parlait tout à l'heure du Gabon, on peut aussi parler du Congo. En fonction des intérêts du colonialisme, eh bien, on construit, je dirais, des privilèges que l'on va ensuite naturaliser à travers la construction des ethnies, qui vont ensuite jouer un rôle dans le maintien de l'ordre colonial et qui, au moment justement des indépendances, des décolonisations, vont être manipulés, instrumentalisés pour faire en sorte que, au-delà des indépendances, demeure une colonialité du pouvoir. Il y a également la construction, dans ce contexte géopolitique, des élites et des peuples, en tout cas de ce discours entre les élites et les peuples, avec dans la particularité du continent africain, le fait qu'on a des luttes qui ont été des luttes populaires, qui ont mené aux indépendances, mais on a des indépendances qui ont été incarnées par des individus isolés, pères de la nation, pères fondateurs, etc. Qui pour la plupart d'ailleurs étaient des présidents civils et qui n'ont pas accordé beaucoup d'intérêt à une question qui est fondamentale, qui est la question militaire. Tant et si bien que le rapport de force, en tout cas les formes de coercition sont demeurées présentes. Le troisième élément, c'est la question du panafricanisme, donc également présent dans le titre de la soirée, qui pour nous est extrêmement important parce que c'est un concept qui permet d'une part de repenser la géographie des luttes politiques. Le panafricanisme est né dans la diaspora, il est né en Haïti. Je ne dirais même pas qu'il est né dans la diaspora, il est né en Haïti.
qui est quand même un cas historique et unique dans l'histoire. C'est une révolution d'esclaves qui est victorieuse de la plus puissante armée de l'époque, l'armée de Napoléon, sachant que Napoléon, c'est la France. Napoléon est à l'origine de l'État français d'aujourd'hui, le Code civil, la Grande Armée, les grandes écoles. Tout ce que l'on connaît aujourd'hui en France repose en fait finalement sur l'héritage de Napoléon. Et cette armée la plus puissante de l'époque a été vaincue par les ancêtres des Africains qui avaient été déportés dans la Caraïbe à cette époque-là. Et l'histoire d'Haïti va être totalement censurée, parce que ce n'est pas bon justement que la biographie des vainqueurs soit souillée d'un certain nombre d'éléments, de défaites qui montrent que des gueux, des gens qui n'avaient pas de formation militaire, qui n'avaient pas les mêmes armes que la plus puissante armée de l'époque, ont été capables, je dirais, d'arracher leur victoire. Et pour moi, la naissance du panafricanisme, qui arrive avec la proclamation de l'indépendance d'Haïti, est extrêmement importante parce qu'elle introduit justement au début du 19e siècle à la fois les révolutions, mais également tous les mouvements que l'on peut mettre dans le chapitre des damnés de la terre. C'est la première révolution anticoloniale et anti-esclavagiste et anticapitaliste. C'est la première perte d'une colonie par la France. Donc les suivantes arriveront dans les années 40. On est avant la conquête de l'Algérie, c'est-à-dire que les erreurs commises en Haïti, eh bien on va les garder pour ne plus les commettre en Afrique. Donc c'est toujours cette idée que l'Afrique étant le dernier terrain, la dernière chasse gardée, on a perdu l'Asie, l'Indochine, on a perdu les Amériques. Et bien sur l'Afrique, on ne commettra plus les mêmes erreurs. Donc il y a une notion, je dirais, de laboratoire qui est très importante. C'est également le lieu de construction de la dette. Et c'est également le lieu, je dirais, de construction d'un projet qui me semble assez intéressant, qui est celui de mettre en relation à la fois donc, des Africains de la diaspora, des peuples au niveau donc, notamment de l'Amérique latine avec le soutien à Bolivar et également au niveau du continent africain. Donc le panafricanisme, je ne vais pas trop développer, mais en gros il y aura tout au long du 19e siècle un certain nombre de luttes et de contacts, puis à partir du 20e siècle un mouvement qui va se mettre en place avec une série de congrès dont l'un des plus importants aura lieu en 1945 à Manchester, et il va marquer justement le début des luttes d'indépendance, avec une définition de la démocratie qui me semble fondamentale. C'est-à-dire que les militants panafricains au 5e congrès de Manchester ont clairement identifié la véritable démocratie, real democracy, comme étant la démocratie économique, c'est-à-dire la capacité à être souverain, donc à disposer de ses propres ressources, à disposer des capacités d'exploiter ou pas ses propres ressources, donc la question de l'extractivisme. Faut-il se développer sur des modalités qui nous amènent vers la fin justement de ce développement, et également la capacité tout simplement à choisir avec qui on veut commercer, avec qui on veut être ami, avec qui on ne veut pas être ami. Et aujourd'hui, du fait précisément que l'économie politique africaine ne soit pas détenue par les Africains et soit l'enjeu ou l'objet de puissances étrangères ou de multinationales, fait que les Africains, en tout cas au niveau des gouvernements africains, n'ont pas la souveraineté de choisir entre guillemets leurs amis. En gros, les ennemis des anciennes colonies françaises sont les ennemis de la France et vice-versa. Et donc le panafricanisme se met en place à cette époque-là comme, je dirais, un système alternatif qui tente de construire donc ce qu'on appelle l'unité africaine ou les États-Unis d'Afrique, avec un lien envers la diaspora. Donc ce courant sera porté par Kwame Nkrumah, qui sera le président du Ghana, qui va tenter de construire donc les États-Unis d'Afrique, avec cette idée qu'aucun État africain isolé, seul, ne peut s'en sortir, et qu'il faut donc l'unité du plus grand nombre pour être en capacité de peser sur les enjeux géopolitiques et de permettre à l'Afrique de défendre ses intérêts. Alors, le courant des subalternes, le courant des coloniales, le courant panafricaniste. Le quatrième courant, il me semble important d'un point de vue, je dirais, méthodologique, il est incarné par Cheikh Anta Diop. C'est la question de l'afrocentricité. Et c'est la question d'un ouvrage que Diop écrit en 1960, qui est extrêmement important parce qu'il s'intitule « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire ». Alors, ce qui est intéressant en fait dans ce titre, c'est l'accent qu'il met sur la dimension économique et culturelle, les fondements économiques et culturels. Parce qu'en faisant, je dirais, cette analyse du développement, c'est un ouvrage d'à peu près une centaine de pages qui dresse en fait un plan programmatique pour le développement du continent africain,
qui sera ensuite plagié par les agences de développement, plagié par Jean-Louis Borloo dans son plan d'électrification de l'Afrique. Ce qui montre que nous avons les bonnes idées, mais malheureusement d'autres les pervertissent et ils font rentrer des visions néolibérales. Ce qui est intéressant dans ce rapport entre l'économique et le culturel, c'est que Diop est quelqu'un qui a été capable de réconcilier les sciences et les humanités. Et aujourd'hui, pour construire, je dirais, des luttes décoloniales et panafricanistes, il faut, je dirais, produire des sciences et des individus et des groupes, des collectifs qui soient justement équilibrés sur la question des humanités et sur la question des sciences. Aujourd'hui, par exemple, l'un des discours qu'il y a sur le continent africain, c'est de dire qu'en Afrique, il y a trop de littéraires et pas assez de scientifiques. Mais pourquoi dit-on ce discours? On le dit parce que précisément, au moment des indépendances, la pensée de Cheikh Anta Diop qui réconciliait à la fois les humanités et les sciences et qui produisait donc quelque chose de fondamentalement décolonial, qui est distinct, on va dire, du mode de fonctionnement occidental, eh bien, permettait de repenser, je dirais, la question du développement, qui est pour moi, je pense, l'élément au centre de cette thématique, colonisation, lutte décoloniale, panafricanisme. Derrière ces différents termes, c'est la question du développement. Comment on décolonise le concept de développement et comment ce concept-là a été utilisé pour la colonisation, en disant qu'on va faire une mission civilisatrice, on va les développer, etc. Donc, ce que va faire Diop également, c'est faire un travail pour décoloniser l'anthropologie à partir de la linguistique. Et je pense que ce travail sur les langues, il est extrêmement important parce qu'il montre qu'on peut décoloniser, mais surtout désoccidentaliser et les sciences et les humanités. Et qu'à partir du moment où on peut et décoloniser et désoccidentaliser les sciences et les humanités, eh bien, il en résulte le fait qu'il y a une alternative possible. Puisque là, ce que nous cherchons, c'est de construire une alternative. Et cette alternative-là, Diop l'a posée en 1960 dans cet ouvrage-là. Alors après, il sera censuré par Senghor, il sera politiquement combattu, et alors que tous les éléments qu'il apporte, pour moi, me semblent extrêmement importants pour penser cette alternative. Je dirais qu'il y a aussi un élément important, c'est que les sciences sont le lieu où se posent les problèmes. Et par conséquent, dès lors que les sciences sont orientées, les problèmes ou la construction des problèmes va être orientée. Et du coup, ce rapport aux sciences fait que l'on construit des problèmes chez les autres sans voir les problèmes chez soi. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, construire un rapport, je dirais, pathogène ou pathologique à l'Afrique ou au peuple afrodescendant ou au peuple ou au groupe issu de l'immigration, parce que la manière dont les sciences sont construites est une manière fondamentalement coloniale. Donc il y a ce travail de décolonisation au niveau des sciences, au niveau de la production des sciences, qui est pour moi un élément très important parce que les problèmes identifiés par les sciences sont ceux qui mobilisent les luttes progressistes. Et ce sont également ceux qui, je dirais, construisent les agendas de l'impérialisme. La question de la démocratie aujourd'hui, que l'on amène à coup de canon ici ou là, elle n'est, je dirais, que la continuité d'un long discours qui part de l'idée des peuples sans écriture, qui sont les mêmes qui sont ensuite appelés peuples sans histoire, qui sont les mêmes qui sont ensuite appelés peuples sans développement, et in fine, peuples sans démocratie. Donc pour leur amener tout ça, eh bien, il faut qu'on leur apporte la démocratie. Donc l'agenda impérialiste se construit, je dirais, sur une lecture historique qui pour moi doit être aujourd'hui décolonisée. Alors elle se construit également en rapport à des alternatives, et là c'est quelques points de réflexion que je voudrais aussi apporter. Quel doit être le type de l'alternative ou des alternatives? Je pense qu'il y a cinq types possibles, enfin j'en ai retenu 5 qui me semblent importants à discuter. Le premier élément, c'est est-ce que nous devons, à travers ces luttes décoloniales, panafricanistes, antiracistes, anticoloniales, adopter des alternatives radicales. Donc la question de l'alternative radicale, c'est-à-dire revenir à la racine, identifier, je dirais, les fondements des différents mots et s'attacher à les déraciner. Donc est-ce que c'est une alternative radicale que nous devons emprunter? Le deuxième élément, c'est est-ce que cette alternative doit être ou est réellement subversive? Ça aussi, c'est un débat. Est-ce qu'on est dans la subversion? Est-ce qu'on est dans la sortie
d'une certaine norme, ou est-ce qu'on est dans la volonté, je dirais, d'adapter, de modifier la norme pour que la norme, entre guillemets, soit en lien avec ce que nous sommes, ce pourquoi nous nous battons. La troisième alternative, c'est celle de l'antisystème. Et sur cette question-là, je suis plutôt de ceux qui pensent aujourd'hui que nous avons un système qui construit son propre antisystème. On a un certain nombre de mouvements qui se disent anti-système et qui sont fondamentalement soit les fruits du système, soit tout simplement les créations du système. Soit ils en sont les fruits parce qu'ils sont le résultat, je dirais, d'un certain dysfonctionnement du système. Donc cette notion d'anti-système est en soi à interroger. Soit ils en sont le produit dans la mesure où on sait que pour un pouvoir, il n'y a rien de plus jouissif que de construire sa propre opposition. Et ça, en Afrique, on en a l'expérience, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, sur la question de la manipulation des populations, je pense qu'en Afrique, on n'a rien à apprendre de ce qui se passe, par exemple, en Occident. Quatrième point, est-ce que l'alternative doit être utopique? Là aussi, je pense que c'est, je dirais, la question du concret, la question du basique, puisque les luttes que nous menons en Afrique sont des luttes pour avoir de l'eau, de l'électricité, du pain, de l'éducation, des choses vraiment basiques, concrètes, et qui sont, je dirais, comment dire, discordantes avec les accusations que l'on peut faire autour de nos idéologies, de nos mouvements. On parle du panafricanisme comme d'une utopie, alors que le panafricanisme a été concrètement incarné par Thomas Sankara, qui a mené une politique panafricaniste, qui en l'espace de 4 ans a montré comment un pays pouvait faire une révolution et se développer. Il a, je pense, humilié la France socialiste de l'époque en montrant ce qu'était réellement le socialisme. Donc là aussi, on a, je pense, beaucoup à apprendre. Il a été précurseur sur la question de l'écologie. Il a géré la question, par exemple, la question de la prostitution qui soulève énormément de problèmes ici en Europe. Lui, il a géré à sa manière, de manière très intelligente. Également la reconstruction de la dignité du peuple burkinabé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, même s'il a été recolonisé et néocolonisé, constitue un point de référence qui montre que la question de l'utopie, elle est à reconsidérer. Donc une alternative utopique. Et le 5e type d'alternative, donc par rapport à la thématique qui nous réunit ce soir, c'est celle que j'appellerais, parce que je pense que c'est un concept qu'il faut reprendre, parce qu'il a été galvaudé, qui est l'alternative fondamentaliste. Parce qu'aujourd'hui, ces termes, fondamentalisme, terrorisme, en fait, font référence précisément à certains types de populations qui sont stigmatisées. Je pense qu'il faut qu'on les reprenne dans un sens beaucoup plus offensif, que l'on se réapproprie justement cette question du fondamentalisme de nos luttes. Et cette alternative fondamentaliste, c'est celle qui, selon moi, amène à faire du tri. Pas des purges, bien évidemment, mais du tri entre les éléments, les outils que nous avons pour nos luttes et les objectifs que nous voulons atteindre. Et dans ce tri à faire, précisément, il y a un certain nombre de références qui sont propres au mouvement de la gauche occidentale, la gauche anti-impérialiste ou autre, sur lesquels il est nécessaire aujourd'hui de se positionner et de mettre sur la table ce qui peut être mis sur la table pour discuter précisément de jusqu'où nous sommes prêts à aller dans nos différents combats. Dans le cadre, par exemple, de la Ligue panafricaine Umoja, nous, ce qui nous intéresse, c'est très clairement la prise du pouvoir sur le continent africain, parce que nous avons des peuples qui mènent des luttes, mais nous n'avons pas de gouvernement, je dirais, populaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre de libération, il n'y a que des guerres de prédation. Et les résistances qui sont menées sur le continent africain sont extrêmement importantes et intéressantes, parce qu'elles sont liées également à une certaine approche de la mondialisation qui, en Afrique, n'est pas la même qu'en Occident. C'est-à-dire que l'Europe est probablement la partie du monde, d'une certaine manière, la plus concentrique du point de vue de la mondialisation. Mais l'Afrique reste toujours dans ce rapport de centre-périphérie. Il nous semble important et intéressant, justement, à travers nos travaux, nos engagements, de repenser le continent africain comme son propre centre, et de faire du continent africain un espace où la question de la mondialisation va nécessairement rencontrer des difficultés, des situations qu'elle n'a pas connues dans le monde occidental, et qui peut du coup faire de l'Afrique une base de
enfin de capacité à reprendre le pouvoir sur des événements sur lesquels on n'a précisément plus le pouvoir. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la question des alternatives, donc radicales, subversives, anti-système, utopiques et fondamentalistes. Alors, pour construire ces alternatives, il faut, je dirais, un certain nombre d'éléments. Il faut également, je pense, revenir sur le rôle de ce qu'on appelle, entre guillemets, des intellectuels, qui, pour moi, est très important dans le contexte actuel, puisque nous voyons très bien que ceux qui sont en face produisent leurs propres intellectuels. Nous voyons également l'importance de la bataille des idées. Et de ce point de vue-là, on est confronté, je dirais, à une typologie, une catégorisation des intellectuels ou des groupes intellectuels, des collectifs intellectuels. Alors, intellectuel ne veut pas dire diplômé avec des doctorats, etc. Intellectuel veut dire qui produit sa propre pensée et qui développe, je dirais, qui est supposé développer une certaine autonomie critique sur un certain nombre de sujets. Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut également regarder une typologie entre des groupes d'intellectuels plutôt traditionnels qui, j'explique cela en fait en parallèle avec une période des années 60-70 où l'engagement des intellectuels, notamment sur les questions liées aux luttes dans les pays du Sud, était, je dirais, beaucoup plus avancé, beaucoup plus progressiste que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Donc la question des intellectuels traditionnels, la question également des intellectuels consentants, c'est-à-dire aujourd'hui la capacité des régimes ou de l'impérialisme à se doter de chambres et de réseaux de diffusion de sa propre idéologie. Troisièmement, les intellectuels complaisants, donc la difficulté aujourd'hui dans le monde intellectuel à trouver aussi des figures, des personnes, des collectifs qui sont en capacité de dire non ou de s'opposer. Quatrièmement, la question également de l'intellectuel organique, qui est très présent justement dans ce que je soulignais dans une autre occasion, dans la question de la praxis, c'est-à-dire comment nous lions les éléments théoriques de nos luttes avec les pratiques concrètes de nos luttes. Et c'est en liant justement les éléments théoriques des luttes avec les pratiques concrètes qu'on passe à un stade, entre guillemets, d'intellectuel organique. Ce qui interroge justement le lien entre les intellectuels qui sont le produit du système, d'un certain système, notamment le système universitaire, qui a des ramifications avec différents secteurs. Aujourd'hui, on sait que par exemple le secteur de l'industrie de l'armement est très présent dans l'université française, et que l'armement c'est les guerres, et que les guerres elles se font sur des bombardements en Afrique qui permettent de vendre ensuite des avions à l'Inde, à l'Arabie Saoudite, etc. Donc c'est tout un mécanisme très important. Et enfin, le dernier point, donc les intellectuels transcendants. Donc ça aussi, c'est des points, je pense, qui sont aujourd'hui en train d'évoluer, justement à partir des débats posés par les luttes décoloniales et par les luttes panafricanistes. Alors maintenant, on a, je dirais, un certain nombre de situations sur lesquelles je voudrais revenir avant de conclure. Le premier, je pense, c'est quand même l'évolution du paysage, notamment au niveau de la France, qui est assez particulier, puisqu'on a quand même une alliance macroniste de la droite nouvelle et d'une certaine gauche électorale. Récemment, j'étais dans une ville de France où j'ai constaté que l'ancien élu socialiste est devenu marxiste. Donc, je pense qu'il faut quand même s'interroger sur la manière dont le paysage politique ici en France évolue. Et la manière également dont cette évolution-là doit nous amener à nous positionner d'un point de vue politique. Donc la position de la Ligue panafricaine Umoja, c'est d'affirmer très clairement que les populations d'origine africaine n'ont absolument rien à obtenir des partis politiques français qui mènent tous une même politique vis-à-vis du continent africain et qui ont un consensus justement sur ces questions-là. Je pense que c'est un point qui est important à soulever, puisque on a des collectifs de camarades africains, par exemple, qui à chaque élection présidentielle soutiennent Marine Le Pen en disant que comme elle lutte contre l'euro, elle va lutter contre le franc CFA, sans comprendre finalement les enjeux qui sont derrière le rapport entre l'euro et le franc CFA. Pareil, il y a aussi cette idée que la gauche serait un allié naturel. Donc là aussi, de ce point de vue-là, je pense qu'il ne faut pas faire dans le sentimentalisme.
Il y a des alliances, enfin il y a, je dirais, des références idéologiques qui peuvent être suffisamment intéressantes, mais c'est très clairement sur des bases programmatiques qu'on peut savoir qui est avec qui. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qu'on appelle donc, la montée des populismes européens et américains, qui s'accompagnent aussi de tensions, de libérations xénophobes, qui pour moi doivent nous amener aujourd'hui à construire un mouvement panafricaniste à l'échelle européenne, qui soit, je dirais, en capacité de défendre les intérêts de populations qui sont pour une grande partie des citoyens européens et pour d'autres des citoyens issus de l'immigration ou des migrants, dont on voit bien la manière dont le traitement par les politiques est assez révélateur du fait que dans la tête d'un certain nombre de décideurs, on est encore dans les années 1930. Donc la question des populismes européens et américains, elle a aussi un lien, je dirais, avec la manière dont sur le continent africain, on voit aussi apparaître des formes de populisme qui se calquent, je dirais, sur la capacité à manier, comment dire, je dirais à simplifier les luttes. J'ai l'impression qu'on est dans une période de simplification des luttes et des oppositions, qui est beaucoup liée en fait à cette période depuis le 11 septembre 2001 où on est dans ces logiques, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et dans le contexte des régimes africains, ce qui m'inquiète, je dirais, depuis 5 à 10 ans, c'est la capacité qu'ont de plus en plus ces régimes-là à s'intégrer dans la fameuse lutte contre le terrorisme pour mettre en place un certain nombre de mesures qui visent précisément à réprimer les mouvements d'opposition, les alternatives notamment panafricaines, les groupements d'étudiants et les groupements citoyens et notamment les organisations paysannes. Je vous prends un exemple, il y a un petit pays d'Afrique de l'Ouest qui a connu un soulèvement il y a un peu plus d'1 an, qui est porté par des forces progressistes panafricaines, mais qui sont localisées dans une certaine partie de ce territoire-là, principalement au nord. Et le gouvernement central de ce pays-là se satisfait d'une certaine manière des différentes analyses du Quai d'Orsay, du département d'État américain, qui expliquent que le nord de ces pays côtiers est de plus en plus permissif à la menace djihadiste et terroriste. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, les camarades en question ont été massacrés, l'information a été censurée, et l'information qui en est sortie, c'est que le gouvernement de ce pays-là en fait, a réprimé des terroristes et des djihadistes. Donc je pense que c'est aussi un point sur lequel il est important de comprendre que la construction du terrorisme, la construction de la guerre au terrorisme a un impact sur un certain nombre de rapports de force sur le continent africain. Troisième élément, la question, je dirais, de tout ce qui est lié autour de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et notamment 2 éléments, la question des accords de partenariat économique et la thématique de la zone de libre-échange. Alors, la zone de libre-échange, elle est importante. J'étais en janvier-février, là j'y retourne pendant l'été au Venezuela, qui connaît une guerre d'agression impérialiste. On sait que c'est le pétrole qui est en jeu derrière cela, mais c'est aussi la volonté des Américains de mettre en place la zone de libre-échange américaine, sur tout l'ensemble du continent américain, en sachant que le Venezuela, la Bolivie, éventuellement Cuba, même si Cuba n'est pas inclus dedans, mais posent, je dirais, des barrières par rapport à ce libre-échangisme que l'on veut intégral, continental et sans pitié. On a le même cas de figure dans un autre continent qui est l'Afrique, puisque l'an dernier, le président rwandais Paul Kagame a mis en place au niveau de l'Union africaine la zone de libre-échange continentale, qui vise à ouvrir l'intégralité du continent africain à ces politiques de libre-échange et donc à faire du continent africain, je dirais, un marché globalisé, mondialisé. Alors, autant le Venezuela résiste en Amérique du Sud, autant au niveau du continent africain, et ça aussi, ça nous ramène à une autre géopolitique qui est celle du pétrole, un pays comme le Nigeria résiste. Par exemple, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria qui fait que les accords de partenariat économique n'ont pas été encore mis en place.
au niveau continental, c'est le Nigeria, plus également les syndicats sud-africains qui résistent. Donc là, l'élection en Afrique du Sud sera très importante pour l'avenir justement des résistances anti-néolibérales. Donc l'Afrique du Sud qui résiste. Donc le Nigeria, le Venezuela, ce sont deux pays qui ont tous les deux la maladie hollandaise, qui sont liés justement à cette problématique du pétrole, cette rente pétrolière, qui pour moi doit être aussi un point sur lequel nous devons penser des alternatives. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais par exemple, quand nous étions à Caracas, nous avons réfléchi sur comment, étant donné que les sanctions économiques portent principalement sur le pétrole, et comment mobiliser les travailleurs du secteur pétrolier pour que précisément ils soient comme un peu du temps de l'apartheid, où dans le secteur de la sidérurgie on débrayait en solidarité avec la lutte contre l'apartheid, mais ils soient en capacité, je dirais, d'imposer une forme de rapport de force dans ce système économique-là. Donc, ces différents éléments, pour moi, sont des champs de lutte et d'application également des théories décoloniales et panafricanistes. Il y a également le volet de la solidarité et des conflictualités, qui me semble très importante, notamment dans le contexte intra-panafricain, puisque se pose la question de l'Afrique du Nord. Et je pense aussi que c'est un point qui, du point de vue de nos diasporas africaines, arabes, etc., doit être traité avec le plus grand sérieux, parce qu'il constitue à la fois une force d'unité et une force de division. Je pense également qu'il y a des points sur lesquels il faut établir, remettre au cœur pas au cœur des enjeux, mais en tout cas sur lesquels se positionner. Je pense par exemple à une question comme celle de la Palestine. Je vous cite une anecdote. Dans les années 80, Yasser Arafat était attendu à un sommet des pourparlers à la Maison-Blanche sur la question de la paix, Israël, Palestine, etc. C'était l'époque où il n'y avait pas les téléphones portables. Donc il n'était pas là, il n'était pas à Washington. Donc son conseiller se demande mais où est-ce qu'il est, Donc il téléphone un peu partout dans le monde, les différents contacts, etc. Et finalement, ils arrivent à le localiser. Et donc ils appellent le numéro, c'est les numéros en 220, donc Afrique de l'Ouest. Hein. Et Arafat répond, on lui dit mais on vous attend, qu'est-ce que vous faites à Washington, on vous attend, etc. Et là Arafat répond très simplement, écoutez, si je suis aujourd'hui en Afrique en train de préparer le prochain sommet de l'OUA, c'est parce que pour moi l'Afrique c'est plus important pour moi d'être en Afrique que d'être à Washington. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisque dans l'Union africaine, le protocole fait que l'autorité palestinienne a constamment un temps de parole. Et donc lorsque l'on pose par exemple la question de la solidarité, de la libération de la Palestine, dans les frontières que vous déterminerez, se pose aussi la manière dont cet espace-là va s'intégrer géopolitiquement. Et il n'y a pas de place dans l'Union européenne pour la Palestine. Il n'y en a pas, à mon avis, dans un ensemble asiatique. Dans le monde arabe, c'est peut-être différent. Mais de manière naturelle, c'est au niveau de l'Union africaine que ça se pose. Et cette question-là aussi, je pense qu'il est nécessaire de la travailler. Il est nécessaire de la travailler du point de vue de la formation. Je pense que par exemple, pour les militants panafricains, l'exercice de formation diplomatique accélérée, c'est de se former à la question israélo-palestinienne, parce que c'est celle qui apprend à dire tout et son contraire. Donc je pense qu'il y en a des terrains de lutte, des expériences sur lesquelles on peut mutualiser aujourd'hui des stratégies. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste à peu près 5 minutes. Sur ces solidarités, ces conflictualités, il faut également poser un point très important, la question de la négrophobie, qui pour nous est centrale. Il ne peut pas y avoir de lutte décoloniale, il ne peut pas y avoir de lutte panafricaniste, il ne peut pas y avoir de solidarité panafricaine sans poser la question de la négrophobie, qui pour moi se pose à différents niveaux et qui nécessiterait sans doute un travail en commun sur lesquels avec Saïd nous allons sans doute nous y atteler parce que c'est nécessaire. Je pense que ça permettrait de balayer un certain nombre de faux alibis ou de sous-entendus qui ne font pas avancer nos luttes de manière commune. Alors, maintenant, au retour du Venezuela, février dernier, l'objet c'était en fait de mettre en place ce qu'on appelle une Assemblée internationale des peuples.
Dans cette Assemblée internationale des peuples, c'est toujours l'idée que les différentes luttes qui ont lieu en France ou en Europe de manière plus générale, et dans les différents pays africains, sud-américains et asiatiques, puissent bénéficier, je dirais, d'une plateforme commune. Et je pense également que cette question d'une plateforme commune, elle est très importante. Aujourd'hui, tout passe par les gouvernements du point de vue des décisions, et il est important, au regard des enjeux, de remettre en avant justement les organisations populaires, de remettre en avant les questions d'éducation populaire, et également de penser les modalités par lesquelles tout ce qui relève, je dirais, des unités de production pourrait être mis au service des luttes. Et je pense que cette question des unités de production, le lieu où elle se pose de la manière la plus intéressante et la plus pertinente, c'est le continent africain. Parce que c'est sur le continent africain que la majorité des ressources minières, minérales, stratégiques sont extraites. Et donc actuellement, il y a tout un débat concernant la possibilité d'industrialisation du continent africain qui oppose, je dirais, des forces néolibérales qui veulent industrialiser le continent africain pour, je dirais, en contrôler les ressources, et de l'autre côté, des forces populaires qui ont conscience que la question de l'industrialisation de l'Afrique aura également des répercussions sur, sur le prolétariat occidental, sur la finance internationale, etc. Et ce combat pour mettre les unités de production au service des luttes et des communautés, je pense que c'est quelque chose qui peut s'expérimenter dans différents endroits. D'où le fait qu'au niveau de la Ligue panafricaine Umoja, notre fonctionnement, c'est de créer des sections territoriales dans différents endroits du continent africain, et de faire en sorte que ces sections territoriales, d'une part, s'intègrent, en tout cas soient le résultat des conditions économiques, matérielles, sociales, locales, et que dans le même temps, elles soient reliées à d'autres territoires où ces conditions économiques, matérielles et sociales sont différentes. Ce qui permet, je dirais, d'avoir à la fois des retours d'expérience et en même temps la possibilité de créer des circuits, des unités de production qui seraient autonomes et indépendantes. Donc je pense que cette convergence panafricaine qui peut être posée aujourd'hui, elle doit aussi beaucoup, d'une part, à la maîtrise des outils théoriques et des références théoriques. Et donc là aussi, il y a un travail à faire, je pense, sur les littératures, les productions politiques qui ont été faites dans les années 60, 70, 80. Donc comment les réactualiser, comment les faire connaître de manière plus large aux uns et aux autres, comment trouver de nouveaux supports, comment trouver de nouvelles méthodologies, comment trouver également, je dirais, de nouveaux récits, ou en tout cas de nouvelles constructions littéraires. Tout ça, je crois que c'est vraiment au cœur des enjeux, justement, de la question de la décolonialité. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je crois qu'on a 2-3 minutes avant la rupture du jeu. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.